Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce jeudi 29 juillet, la situation sanitaire en Vendée, le taux d'incidence continue d'augmenter. Il est désormais de 116 cas positifs pour 100 000 habitants contre 106 il y a 2 jours. Le gouvernement a par ailleurs dévoilé les protocoles sanitaires pour la rentrée scolaire. En fonction de l'évolution de l'épidémie, des mesures plus ou moins restrictives seront mises en place au niveau national ou plus localement. Dans les établissements, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les 12-17 ans, mais la vaccination est fortement incitée. Dans les collèges et les lycées, les élèves non vaccinés devront rester à leur domicile s'ils sont cas contact. Ceux possédant un pass sanitaire pourront suivre leurs cours en présentiel. Un protocole difficilement compréhensible pour les syndicats. Écoutez Jean-Jacques Bobin, co-secrétaire départemental du SMUP-FSU. S'il faut recenser les élèves vaccinés, les élèves non vaccinés, faire le point quotidiennement sur l'évolution des vaccinations, ça va être compliqué pour les chefs d'établissement et les directeurs d'école. On trouve cette mesure brutale dans le sens où le ministère se dit un ministre de l'école bienveillante, on exclut des élèves alors que toutes les mesures n'ont pas été prises pour les vacciner. Enfin, toutes les familles ont été surprises d'une vaccination des collégiens et lycéens alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et pour permettre aux élèves de compléter leur couverture vaccinale, 6 000 à 7 000 centres de vaccination seront installés dans les collèges et les lycées. Les classes de primaire devront fermer leurs portes au premier cas positif identifié. Enfin, pour les universités, le pass sanitaire n'est pas non plus obligatoire. 28, c'est le nombre de jours de congé dont un père peut bénéficier à la naissance de son enfant depuis le 1er juillet, contre 14 avant l'entrée en vigueur de la loi. Nous sommes justement allés à la rencontre de Fabien et Pauline Caracino. Ils attendent une petite fille qui devrait naître dans les prochains jours. Fabien a ainsi décidé de prendre directement ses 28 jours pour être auprès de sa femme et de sa fille. Rencontre signée Marie-Aimée Copleutre. Les 3 pyjamas légers. 3 paires de chaussettes. Pauline et Florian Caracino vont avoir une petite fille début août. Pour leur premier enfant, ce jeune couple a décidé de partager à deux l'arrivée du bébé. Florian prendra donc ses 28 jours de congé paternité, autorisés depuis peu. Je voulais absolument être présent auprès de ma femme et de ma fille le plus longtemps possible. C'est des moments très très importants dans la vie du bébé. D'être là au début. Je vais pouvoir m'impliquer plus dans les premiers mois de vie de ma fille, plus que si j'avais eu que 14 jours forcément. Ça permet, si on a peur de quelque chose, de demander à l'autre est-ce qu'on fait comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce que tu penses que toujours rassurant pour une maman d'être pas seule. L'allongement du congé paternité n'est pas encore rentré tout à fait dans les mœurs. Fabien a rencontré quelques incompréhensions du côté de sa famille et de ses amis. Cependant, à son travail, la décision a été acceptée tout de suite, sans aucune réticence. Je pense être le premier dans ce cas-là à prendre autant de jours. C'est vrai que c'est vu un peu bizarrement. C'est plus dans le sens on n'a pas l'habitude de voir ça, ou alors c'est comme ça, tu vas pas bosser, alors que moi je le vois pas forcément de cette manière-là. Comme pour beaucoup de jeunes couples sensibles à l'égalité des sexes, Pauline et Fabien perçoivent ce congé paternité comme un vecteur de partage et d'égalité dans l'éducation des enfants. C'est important pour ma fille d'avoir les deux, parce que du coup elle sera bébé, mais elle va voir que son papa il est là, il fait autant que la maman. Les femmes se sont battues pour être égales aux hommes, donc pourquoi pas l'égalité inverse. Le congé paternité peut être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Financé par la sécurité sociale, son montant est compris entre 9 € et 89 € par jour, en fonction du salaire du père. Ouvrons à présent une page consacrée à la voile et direction le ponton du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Depuis de nombreux mois, le bateau Antarctic Lab de Norbert Sedlacek qui est amarré et dans quelques jours l'IMOCA devrait le quitter. Son propriétaire, le skipper autrichien de 59 ans, va de nouveau tenter, après 3 départs infructueux, de faire le tour du monde sur son bateau 100% recyclable. Le point sur l'avancée de ce défi ambitieux avec Pierre Dalicieux. Norbert Sedlacek, dont le bateau ici est bien connu du ponton du Vendée Globe, s'apprête à réaliser un tour du monde bien différent de la mythique course. Le départ, c'est le Sable d'Olonne. Après les îles Irlande, toute droite dans la nord, passe Islande et après un collier dans la Svalbard en 80 degrés nord.
tous les Atlantiques dans le sud et après plus ou moins les courses des Vendée Globe dans tous les 5 grands caps, en finale Cap Horn et retour dans l'Atlantique chez le Sable d'Olonne. Sacré parcours. Ah oui, c'est long, c'est à peu près 33 000 dans la terre, c'est-à-dire dans la l'eau, c'est 36-37 000, je pense. Après 3 tentatives pour le skipper autrichien, cette fois-ci c'est la bonne. L'objectif, prouver au monde du nautisme que son bateau en fibre volcanique résistera à cette course de l'extrême en passant par les 2 pôles. La fibre volcanique, un matériau 100% durable et recyclable et selon le skipper, très résistant. C'est très costaud contre les chocs, contre les UV et c'est complètement hydrophobe. Et après les tours du monde, nous avons une confirmation que les matériaux marchent bien pour une longue distance. À l'intérieur, un véritable laboratoire de technologie embarquée. Norbert Sedlacek souhaite revenir avec des données enregistrées sur son parcours pour témoigner de l'état des 2 pôles notamment. C'est vraiment expérimental, c'est-à-dire dans le bateau, c'est ainsi bas de gasoil, bas de gasoline, bas de gaz. C'est 2 moteurs électriques qui travaillent ainsi en hydrogénérateur. C'est un système de photovoltaïque et c'est ainsi plein de nouveaux systèmes pour vérifier, par exemple, les qualités de l'air, les températures et ainsi les situations de vitesse et de stabilité des bateaux. Une aventure technologique mais humaine aussi, car pour le skipper, cette course sera probablement la plus importante de sa vie. Je pense que c'est peut-être ma dernière grande aventure. Mais bien sûr, avec 59 ans, vous réfléchirez aussi bien qu'est-ce qu'il y a après. Et pour ça, je pense après le Vendée Globe, c'est vraiment une option pour poser un point dans une carrière très sportive. Et après, si vous avez plus de 60 ans, marche un petit plus tranquille. Départ des Sables d'Olonne si tout se passe comme prévu le 15 août prochain à 10h30. Et puisque l'on parle de Tour du Monde à la voile, Benjamin Dutreux, 9e du dernier Vendée Globe, se projette déjà vers la prochaine édition en 2024. Le Vendéen basé à Port-Bourgenais vient de se séparer de son monocoque et il a récemment racheté l'ancien bateau d'Hugo Boss d'Alex Thompson, 2e lors de l'édition 2016-2017, juste derrière le recordman de la course, Armel Lecléache. Le skipper se dote donc d'un bateau à foil plus performant que celui sur lequel il a terminé le Vendée Globe en janvier dernier. Écoutez. C'est la fin de ce bateau de Omia Water Family et donc on a un nouveau bateau qui va arriver maintenant qu'on va récupérer après la Transat Jacques Vabre. Donc ça va être chouette. Jusque là je fais le Fastnet, le défi Azimut, la Transat Jacques Vabre avec Damien Seguin sur le groupe Apicil. Déjà ça va être une chouette aventure, je pense que je vais prendre pas mal d'expérience. Et après on récupère notre nouveau bateau, donc l'ancien Hugo Boss de 2016. Équipé de foil, donc on rentre dans une nouvelle dimension et on a hâte de récupérer cette nouvelle monture, quoi. Toujours à propos de voile, intéressons-nous à cette initiative du skipper Florian Guéguen. L'année dernière, en raison de la crise sanitaire, il a décidé d'organiser la tournée Équipe Voile Parkinson pour mettre en lumière cette maladie qui touche son grand-père depuis près de 20 ans. Lors de cette première édition sur le littoral français, environ 70 personnes, des patients, des aidants ou des soignants, ont pu naviguer à ses côtés. Pour la 2e édition, cet été, le skipper a rajouté les Sables d'Olonne sur son parcours. Il alterne entre ses escales de rencontres et la compétition. Mon grand-père a été du coup diagnostiqué il y a maintenant 17-18 ans de la maladie de Parkinson et ça a été quelqu'un un peu un héros en fait moi dans toute ma jeunesse qui était très actif, qui faisait beaucoup d'activités et du jour au lendemain on l'a diagnostiqué, on lui a plus ou moins interdit ou déconseillé de pratiquer ses activités de jeunes retraités. C'est génial en fait de voir les gens qui s'émerveillent complet et qui prennent une petite parenthèse en fait dans le quotidien de la maladie et c'est pour ça que on prend beaucoup de plaisir à faire ça et surtout qu'on embarque également avec nous aidants et professionnels puisque l'aidant est au cœur de la maladie et en souffre aussi beaucoup. Avant de refermer ce journal, une idée si vous souhaitez passer une soirée cet été à Saint-Hilaire-de-Riez avec un focus sur la bourrine à Loulou. Ce bar-restaurant est tenu depuis 2010 par son propriétaire, Loulou. À 65 ans, cet ancien menuisier et agriculteur accueille des soirées musicales dans un lieu atypique et convivial. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Avec sa démarche plutôt singulière, Loulou est un personnage haut en couleur. Ouais. Ah, c'est là.
Voilà. Merci. Bon appétit. Un jambon patate et un mojette jambon. Voilà. Merci. Voilà. Bon appétit. Merci. L'incontournable patate jambon Après. ou jambon patate fait partie de l'identité du lieu. Cette bourrine, transformée en bar et restaurant musical, est une adresse, il faut le dire, peu conventionnelle à Saint-Hilaire-de-Riez. Ce lieu, j'ai créé ça en 2010. Donc je joue moi-même de l'accordéon. Donc j'ai voulu faire un bar musical. Un bar musical, c'est-à-dire c'est un endroit atypique où l'on vient, où je joue moi-même, mais aussi d'autres musiciens jouent et viennent s'exprimer. Alors c'est des musiciens qui viennent jouer comme ça, qui font des créations ou qui font des reprises, mais qui viennent s'exprimer comme ça devant la bourrine. Ce soir, c'est le groupe Ozo qui est venu s'exprimer. Je passe devant un resto-bar en bord de mer. Le temps s'étire au rythme des marées. La bourrine à Loulou, un doux mélange de patrimoine avec cette habitation typique construite en 1850 et beaucoup de convivialité, surtout grâce à Loulou. Ça entretient la joie, on sent que les gens sont bien ici, c'est important ce que Loulou y fait. C'est le dernier Gaulois qui reste. Hein. C'est populaire, c'est intimiste aussi, et puis Loulou c'est un personnage. Hein. Ici c'est un endroit magique, moi j'aime bien parce que cet endroit il est naturel. Ancien compagnon du Tour de France, menuisier, agriculteur et musicien, Loulou a su faire de sa bourrine un lieu incontournable et authentique où l'on sait faire la fête. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.